Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel SketchUp. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour sur ce logiciel de modélisation 3D. Nous allons faire un petit cas pratique, aller jusqu'au bout de la modélisation et jusqu'à l'exportation, tout en passant par pas mal d'outils, notamment de conception, pour poser des matériaux, pour exporter vos modèles, les réutiliser dans une banque de fichiers 3D. Voilà, on va voir ensemble pas mal de choses. Alors perdons pas trop de temps et commençons directement par l'interface 3D. Donc ici, sur l'interface de votre logiciel, alors c'est une interface somme toute assez classique qui se divise en 4 grandes parties. Vous avez une première partie qui va être la plus grande sur votre logiciel, qui est celle-ci, qui est votre Viewer 3D. Donc en fait, c'est tout simplement la partie dans laquelle vous allez pouvoir voir les objets que vous êtes en train de dessiner. Vous allez pouvoir créer de nouvelles formes et vous allez pouvoir manipuler un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, vous avez tout ce qui est la barre d'outils. Donc ça se trouve ici à gauche. Alors sur le long de l'écran ici à gauche ou alors en haut. Ça dépend des barres d'outils que vous appelez dans SketchUp et de toute façon elles sont mobiles. Vous voyez par exemple ici, donc je vais prendre ces petits cubes qu'on a juste là, qui en fait contrôlent l'affichage donc de notre viewer 3D. Vous voyez que à gauche de ces cubes, j'ai une petite ligne en pointillé qui me permet en fait tout simplement de sortir comme ça ma barre d'outils et de choisir un petit peu où je veux la mettre. Chaque barre d'outils comme ça, pareil pour les petites maisons à côté, donc ça en fait c'est tout simplement les vues que vous allez avoir dans votre viewer 3D. Ça en fait c'est donc des raccourcis tout simplement pour passer en vue de face, vue isométrique, vue avant, arrière, etc. Et pareil, il y a une petite barre comme ça parce que ça c'est une barre d'outils à part, c'est la barre d'outils vue d'ailleurs. Donc là j'en ai plusieurs moi dont je me sers assez régulièrement, donc notamment la barre ici qui me permet d'avoir le contrôle sur tout ce qui est enregistrement de fichiers, ouverture, retour arrière, retour avant, etc. La barre donc avec les petits cubes, ça c'est pour l'affichage comme je vous disais. La barre avec les petites maisons, donc ça c'est mes raccourcis de vue. Ici tout ce qui est mes opérations booléennes, union, intersection, soustraction d'objets entre eux, etc. Et une barre générale qui comporte à peu près tous mes outils nécessaires à la création d'objets sur SketchUp. Toutes ces barres, vous pouvez les gérer en fait tout simplement depuis les petits menus que vous avez en haut. Alors vous ne pouvez pas gérer que les barres d'outils que vous avez affichées, en fait vous pouvez gérer tout votre logiciel. Vous retrouvez le menu fichier qui vous permet donc, comme tous les menus fichiers de n'importe quel logiciel sur votre ordinateur, enregistrer sous, aller chercher un fichier à ouvrir, importer, exporter, accéder un petit peu aussi aux banques de données que propose SketchUp par défaut, par exemple 3D Warehouse, ici, dont on reparlera plus tard, qui permet vraiment d'avoir pas mal de fichiers comme ça en accès libre. Ça permet d'envoyer aussi dans d'autres logiciels liés à SketchUp, notamment par exemple Layout, qui permet de faire des plans, gestion d'images en 2D, imprimer, donc il y a une fonction pour imprimer juste ce que vous avez à l'écran, etc., etc. Vous avez Édition, qui est donc tout ce qui concerne un peu vos outils. Là, donc ça va être tout ce qui va être le retour arrière, retour avant, le copier-coller, les sélections, la gestion des groupes ou des composants. Ça, pareil, on y reviendra un petit peu après. En fait, c'est une manière d'organiser un petit peu son fichier SketchUp. L'affichage. Donc ça, du coup, c'est tout ce qui est affiché sur votre viewer 3D. Donc là, par exemple, moi, vous voyez que j'ai de cocher les axes. En fait, c'est tout simplement les axes que j'ai ici, dans mon repère. L'axe Z, axe Y, axe X. Ça pareil, on va y revenir, mais en fait ça permet de savoir un petit peu où vous êtes dans votre scène. Ça permet de gérer aussi tout ce qui va être les ombres, par exemple. Alors moi ici elles sont désactivées, mais regardez si je les active, j'ai d'un coup les ombres de mon personnage qui apparaissent au niveau de ce qui est censé être le sol, entre guillemets. Ici donc, je vais les redésactiver. Pour la modélisation, ça c'est un peu au bon vouloir de chacun. Moi perso, je préfère les laisser désactivés, je trouve que ça me gêne plus qu'autre chose. Vous avez, alors je reviens sur affichage, mais vous avez donc tout ce qui est aussi les barres d'outils, tout en haut de l'affichage. Donc qui vous permet de cocher en fait les barres d'outils que vous souhaitez avoir affichées. Bon, vous voyez ici, donc j'ai le grand jeu d'outils. Donc ça, c'est les outils principaux dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai également tout ce qui est solide. Donc solide, c'est ça, c'est mes opérations booléennes. J'ai standard, ça c'est tout ce qui me permet d'avoir accès à mes fonctions standards, donc sauvegarder, ouvrir, etc. Style, ça c'est les petits cubes, c'est ce qui me permet de choisir comment les objets sont affichés dans mon viewer 3D. Et vue, qui est donc les petites maisons, qui me permet de passer d'une vue à une autre. Ensuite, dans tout ce qui est donc caméra, là je peux choisir mes paramètres caméra, donc en fait mes paramètres de vue. Alors c'est un peu différent de l'affichage parce qu'en fait je ne choisis pas ce qui est affiché ou non, là je choisis le type de vue dans lequel je suis. Ça me permet par exemple de choisir ici en perspective, donc c'est une vue projection 3D standard, à passer en projection parallèle, qui est une projection 2D plutôt.
Donc voilà, ça va jouer sur nos points de fuite, typiquement. Ça me permet aussi d'attraper les outils de déplacement. Alors ça, on va y revenir. En fait, c'est tout simplement ce qui permet de nous déplacer dans notre scène ici 3D. Vous avez ensuite tout ce qui est dessiné. Ça, c'est nos outils de dessin que vous retrouvez donc sur notre grand jeu d'outils. On y reviendra plus tard. Fenêtre. Donc là, c'est toutes les préférences de notre logiciel. C'est également tout ce qui va être la gestion des outils, des unités de mesure. Les choses comme ça, pareil, on va y revenir quand on va commencer à modéliser parce que par défaut je suis en mètres, mais on va plutôt nous modéliser après en centimètres, ce qui sera beaucoup plus pratique, surtout pour l'impression 3D. Extension, c'est tout ce qui est gestion du coup des extensions et des add-ons que vous avez pu rajouter à SketchUp. Et Aide, ça c'est tout simplement le centre d'aide. Voilà. Au niveau de cette interface, donc une fois que vous avez fait le tour ici sur vos barres d'outils, vos menus et votre viewer 3D, vous avez de l'autre côté, ici à droite, la palette par défaut. Ça c'est tout simplement en fait là où vous allez retrouver toutes les infos sur les fichiers, enfin les modèles que vous allez faire dans votre viewer. Alors par défaut j'ai plusieurs petits menus qui sont affichés, je peux en avoir plus ou moins, ça pareil, ça se gère tout simplement depuis les fenêtres ici, enfin l'onglet fenêtre. J'ai mon onglet palette par défaut sur lequel je peux activer ou non plusieurs sous-menus. Alors, dans les menus qu'ils nous proposent par défaut, on n'a pas forcément les mêmes. Moi, j'ai info sur l'entité. Celui-là, je vous conseille de l'avoir. En fait, c'est tout simplement celui qui vous donne le maximum d'informations sur votre objet. Là, par exemple, vous voyez, je viens de cliquer sur mon personnage et de suite, dans mes infos, je retrouve donc le type d'objet que c'est. Donc là, moi, c'est un composant. Alors ça, c'est un peu différent d'un objet. Pareil, on y reviendra plus tard. Je retrouve donc ces balises. Alors ça, c'est juste une gestion un peu des objets, des groupes dans ma scène. Donc, je peux attribuer des balises en fait à certains groupes, certains composants. Je retrouve donc les instances. Alors ça, c'est si jamais du coup j'ai fait une instance, ce qui n'est pas le cas ici. La définition, qui en soit son nom, ce qui correspond à savoir à quoi correspond mon composant. Donc là, en l'occurrence, c'est mon personnage. Mon personnage, il s'appelle Heather. Voilà. Et ça, d'ailleurs, petite anecdote, les personnages que vous avez donc à chaque création de fichier sur SketchUp, comme ça, ce sont des vrais gens qui correspondent en fait à des employés de SketchUp. Voilà, donc moi là ici, je me retrouve avec Heather. Ensuite, donc je peux activer ou désactiver plusieurs infos, notamment par exemple sa visibilité ici, tout simplement. Donc voilà. Si elle disparaît, forcément, je ne peux plus la sélectionner. Du coup, je ne peux plus la réafficher directement depuis ici. Et pour réafficher les objets, tout simplement ici depuis donc le menu affichage, je peux me remettre les objets masqués directement. Et donc là, maintenant que je vois ces objets masqués, je peux tout simplement cliquer dessus et venir les réafficher. Voilà. Autre méthode, tout simplement quand vous le masquez, c'est hop, là donc ici, je vais me désactiver les objets masqués, revenir dans l'édition si c'est la dernière action que vous venez de faire et annuler le masquage de votre forme. Voilà. Le petit raccourci pour le retour arrière, CTRL Z, qui fonctionne bien évidemment avec le clavier. Ici, donc, ensuite, une fois qu'on est là, on a en dessous l'onglet matière qui va nous permettre de placer tout simplement des matériaux sur nos formes. Alors là, vous avez plusieurs matériaux préfaits, tout simplement. Là, moi, donc, je suis sur le sous-menu bois. Vous en avez pas mal. Métal, voilà, des motifs répétitifs. Des couvertures, donc alors ça c'est voilà, tout ce qui va être habillage un petit peu, on retrouve les tuiles, les briques, les choses comme ça. Vous avez tout ce qui est donc pierre, surface synthétique, etc., etc. On va pas tous les faire, je vais revenir sur bois. Et tous les matériaux de toute façon s'utilisent exactement de la même façon, il suffit juste de les faire cliquer, glisser sur l'objet ou le groupe que vous souhaitez modifier. Ensuite vous avez donc les composants. Alors ça, c'est votre banque de données. En fait, c'est 3D Warehouse. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, tout simplement, qui était ici dans Fenêtre. Oui, 3D Warehouse, qu'on retrouve également dans Fichier, où vous pouvez en fait tout simplement partager vos modèles sur 3D Warehouse. C'est une banque de données participative. Donc là, vous avez des objets qui sont préchargés dans SketchUp, et vous pouvez tout simplement en chercher d'autres, directement ici en haut. Alors faites juste attention, vu que c'est participatif, tous les fichiers ne se valent pas. La qualité n'est pas forcément toujours au rendez-vous, donc soyez un petit peu prudent sur ce que vous utilisez. Mais c'est quand même assez fourni, vous pouvez trouver pas mal de choses, donc je vous conseille de l'utiliser. Surtout sur des formes un peu génériques si vous avez besoin. C'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez tout ce qui est style. Donc ça, c'est les styles d'affichage de notre viewer. Alors là, moi par exemple, ici, je suis en style par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sur le tout dernier, ici, là, le style simple.
Vous avez beaucoup d'autres styles. Par exemple, alors si ici je passe sur arrête de croquis, voilà, donc là on rentre dans des styles un peu plus dessinés. Vous voyez, je peux basculer donc ce style-là. Hop. S'il veut bien charger, je vais double-cliquer dessus. Voilà. Donc là, par exemple, moi, je suis en style aquarelle. Voilà. Ligne de croquis au pinceau à aquarelle. Alors, pour travailler, c'est franchement pas le top, on va pas se mentir. C'est un peu compliqué là de voir nos arêtes, nos formes, etc. Mais pour donner des petits rendus un peu sympas, c'est vrai que ça peut être pas mal. J'en ai pas mal comme ça, des styles prédéfinis. Et après, vous pouvez de toute façon créer les vôtres directement. Alors moi, je vais revenir juste sur le style par défaut. Je vais reprendre mon style simple, voilà, qui sera bien mieux pour la prévisualisation des objets qu'on va créer. Ensuite, vous avez l'onglet balise. Donc ça, c'est ce qu'on retrouvait dès qu'on sélectionnait notre personnage, ici en première information qui nous donnait. Donc, qu'est-ce qu'une balise? En fait, tout simplement une sorte de dossier qui contient plusieurs objets, enfin auquel on peut assigner plusieurs objets, et après qui se gère comme des calques. Donc là, par exemple, moi je suis sur 100 balises. En fait, j'ai qu'un seul calque, qu'une seule balise. Et je peux m'en créer d'autres, assigner des objets dessus, et par exemple les masquer depuis ces calques-là. Alors, l'utilité principale de ça, c'est surtout, imaginons, vous modélisez une maison, typiquement, vous faites plusieurs décorations intérieures, et vous placez chaque décoration comme ça sur un calque. Et ça vous permet de moins galérer, de ne pas gérer les groupes en fait, et de gérer plutôt des calques comme ça où il y a tous les objets dessus. Voilà, c'est un petit plus, vous n'êtes pas forcément obligé de l'utiliser, surtout sur des formes simples, ça n'a pas forcément de sens, mais si vous commencez des modélisations complexes, c'est vrai que c'est pas trop mal. Ensuite, vous avez le menu ombre, ça permet de gérer donc l'affichage des ombres hein, qu'on avait activé tout à l'heure, et en fait de gérer comment se projette l'ombre sur le sol. Là, vous pouvez placer donc une date précise, une heure de la journée, et en fonction de ça, l'ombre va du coup pas être la même. Ça permet d'être assez précis, ça c'est surtout utilisé par les architectes par exemple, pour faire des simulations un petit peu d'éclairage, d'illumination sur les constructions qu'ils font, en fonction donc de l'heure de la journée, de la date et d'une zone géographique précise, parce que vous pouvez aussi donner une zone géographique précise pour les ombres dans SketchUp. L'onglet scène permet de créer des points de passage pour une caméra, si jamais vous faites des rendus animés par exemple, ou des points un peu focus, si jamais vous travaillez pareil sur une grosse modélisation, vous avez besoin de switcher d'un côté à l'autre de la modélisation assez rapidement, plutôt que vous déplacer à la main, vous pouvez vous créer en fait des sortes de points de repère sous forme de scènes comme ça. Et en fait, dès que vous cliquez sur ces scènes, ça vous permet de vous projeter dans cette scène. Exemple très simple, hop, ici, je vais donc me centrer un petit peu sur mon personnage. Voilà. Là, ici, pour l'instant, j'ai pas de scène, donc je vais juste m'en créer une en cliquant sur le petit plus. Hop, donc là, elle apparaît là. Je me déplace un petit peu, tac, et je vais venir plus me centrer sur le chat. Voilà. Je me recrée une deuxième scène. Hop. Et en fait, là, maintenant, juste en double-cliquant sur mes scènes, je peux naviguer de l'une à l'autre, tout simplement. Voilà. Alors pour les rendus animés, c'est hyper pratique. Et pour tout ce qui va être après, gestion comme ça de votre scène, enfin navigation rapide, ça peut être assez pratique aussi. Je vais juste me supprimer comme ça mes deux scènes ici. Hop. Ouais, supprimer celle-là, tac. Chaque fois, je clique donc sur le petit moins, hein, tout simplement, et ça me supprime ma scène. Une fois qu'on est passé là, il nous reste trois petits menus. L'instructeur, qui lui n'est pas vraiment un outil, hein, qui nous permet pas en fait de modéliser ou de faire des choses comme ça. C'est une aide, tout simplement. En fait, dès que vous sélectionnez un outil, alors là, moi par exemple, je suis sur l'outil sélectionné ici sur ma barre d'outils, et du coup, il m'affiche toutes les fonctions de mon outil sélectionné, avec les touches de modification qui sont en fait les raccourcis que je peux utiliser en plus de mon outil, tout simplement pour aller plus vite ou faire des fonctions un peu cachées. Si, imaginons, je prends mon outil ligne ici, vous voyez, voilà, je me retrouve avec une petite vidéo explicative de comment servir l'outil et toutes les fonctions avec les touches de modification, les choses comme ça. Voilà. Je repasse sur mon outil de sélection, je masque mon instructeur. Ici ensuite, j'ai l'onglet structure qui me permet donc de structurer mon fichier, comme son nom laisse l'entendre. Lui, très simple, par exemple ici je retrouve Heather, donc c'était mon personnage de tout à l'heure. Il est masqué, alors là il est visible, excusez-moi. Et juste à côté de son nom, j'ai un petit logo en forme de 4 carrés, comme ça, 4 petits cubes. Ça en fait, ça me dit que c'est un composant, tout simplement. Et en fonction du type de, donc soit un groupe, soit un composant que vous avez dans votre scène, vous retrouvez comme ça avec plusieurs fichiers que vous pouvez masquer, rendre visibles, etc. Et ça vous permet en fait tout simplement de réorganiser votre fichier.
de voir les hiérarchies, et c'est un organisateur, tout simplement. Et enfin, adoucir les arêtes. Alors ça, c'est surtout quelque chose dont je me sers quand je vais faire des rendus. Ça me permet en fait de masquer certaines arêtes. Alors ça touche pas vraiment à la géométrie de vos objets, ça vous fait pas des biseaux ou des congés ou des chanfreins ou quoi que ce soit. Ça va juste masquer visuellement l'arête en fait. Et vous aurez l'impression d'avoir une forme adoucie, une forme lissée. Donc c'est utile pour le rendu, mais vu que ça touche pas forcément à la géométrie de votre objet, ben c'est pas forcément utile dans vos étapes de modélisation. Voilà, voilà. Donc là, une fois qu'on est là, alors on va revenir sur notre viewer 3D et on va commencer par tout simplement se déplacer un peu dedans. Alors pour se déplacer, vous avez des outils qui sont sur votre barre d'outils, donc sur le grand jeu d'outils, et qui sont ici, en bas, dans ce petit encart là avec ces 6 outils là. Alors en tout premier, vous avez l'orbite. L'orbite, c'est tout simplement le clic-molette enfoncé, et ça vous permet comme ça de tourner, d'orbiter autour de vos axes, autour de votre sélection, de vos pièces, etc. Ensuite, vous avez le panoramique, qui lui s'utilise donc avec majuscule clic-molette. Ça, c'est tout simplement pour vous déplacer en glissant dans votre scène, de gauche à droite, de haut en bas, voilà, sans tourner. Et ensuite, vous avez des outils de zoom. Alors, le zoom, c'est le défilement molette, hein, tout simplement. Voilà. Sinon, vous pouvez donc l'utiliser ici. Alors, c'est la première petite loupe. Et après, vous avez différents types de zoom. Le deuxième, ici, la petite loupe encadrée donc, dans un carré, dans une espèce de carré de sélection. Ça, c'est pour faire du zoom de précision. En fait, vous prenez votre outil, vous faites comme ça une fenêtre, tac, et ça vous amène votre vue dans cette fenêtre. C'est vraiment zoom précis. Ensuite, vous avez cet outil-là, le zoom étendu. Lui, il permet de vous recentrer sur vos pièces. En fait, il va toutes les faire rentrer dans votre vue 3D. Si je clique dessus, hop, voilà. Donc là, bon, j'avais que mon personnage dans ma scène, mais du coup, il me centre sur mon personnage et il me permet de voir totalement mes modèles. Et enfin, vous avez ici le retour arrière, l'équivalent du CTRL-Z, mais pour vos vues. Donc là, par exemple, si je fais un CTRL-Z, je reviens dans ma vue de précision, et si je refais un CTRL-Z derrière, je vais revenir dans la vue dans laquelle j'étais au tout début. Hop, voilà, donc assez loin de mon personnage. Ces outils-là, alors le zoom de précision, bon, ça peut être assez pratique, hein, si jamais vous voulez passer votre vue sur un petit détail, une petite zone. Par contre, cet outil ici, le zoom étendu, ça vous permet surtout de retrouver vos fichiers si jamais vous êtes un peu loin. Par exemple, vous perdez un petit peu dans votre scène pour X raison. Vous cliquez juste dessus, il vous ramène automatiquement. Donc ça, c'est pour le déplacement. En dessous, vous avez plus d'outils de déplacement ici, mais on ne va pas en parler de suite. C'est des outils un petit peu particuliers. Dans un premier temps, concentrez-vous vraiment sur ceux-là, ceux qui vont vous permettre de naviguer correctement dans votre logiciel. Au niveau des raccourcis clavier, je me répète, mais donc clic-molette pour l'orbite, défilement molette pour le zoom, et clic-molette suivi de majuscule pour le panoramique. Ok. Une fois qu'on est là, donc nous aujourd'hui, on va se faire un petit modèle 3D, un truc assez simple. On va faire en fait un tabouret pour Razer. Donc un tabouret assez stylisé quand même, on va pas faire quelque chose non plus de trop basique. Donc on va commencer tout simplement par faire un pied de ce tabouret. Alors pour faire ça, on va pas faire une forme toute simple. On va faire un pied en fait qui va partir droit comme ça et qui va s'arrondir sur le haut. Et en fait, l'arrondi en haut, du coup, ce sera la zone qui supportera notre assise. Alors, pour faire quelque chose comme ça, en fait, une forme arrondie, il y a plusieurs façons de faire. La plus simple, là, que je vois pour l'instant, ce serait de travailler avec un outil de projection. Alors, d'abord, première étape, il faut qu'on dessine notre forme. Donc, pour ça, je vais utiliser l'outil rectangle. Et je vais commencer par me faire un petit rectangle en bas. Alors, quand vous créez votre forme, donc là, je vais partir d'ici, je clique une fois, je ne maintiens pas le clic, je relâche directement, je pousse la souris en diagonale, hop, et là, vous voyez, il me donne directement un rectangle, que j'ai juste à recliquer pour finaliser. J'ai pas de mesure, enfin pas visible ici sur ma scène 3D. En fait, mes mesures, elles sont visibles tout en bas, là, ici, à droite. Pour les changer, je ne dois pas venir cliquer là-dessus, parce qu'en fait ça me validerait mon rectangle. Je vais juste commencer à lui montrer un petit peu la direction dans laquelle je veux qu'il parte, voilà par là par exemple. Et là donc je regarde en bas, donc là au niveau des cotations, je suis à 0,23 m par 0,34. Alors là déjà premier problème,
moi, c'est pas top, parce que là, je vais travailler sur des petites formes, donc si je suis en mètre, ça va pas être très pratique. Donc je vais annuler ce que je suis en train de faire. Là, je vais faire juste échappe, tout simplement. Je vais venir ici dans fenêtre, et je vais basculer sur mes préférences en fait logicielles. Alors je vais pas aller dans le menu préférences, là pour l'instant je vais aller dans info sur le modèle. Info sur le modèle, c'est les infos de ma scène actuelle. Donc c'est là en fait où je retrouve tout ce qui va être voilà, le fichier, donc là où il est enregistré. Pour l'instant j'ai pas sauvegardé, mais du coup là où il serait. C'est là où je peux avoir accès à ma géoposition. Donc là c'est ce qu'on parlait tout à l'heure par exemple par rapport aux ombres, pour choisir donc par rapport à où sur le globe vous êtes pour gérer un petit peu les ombres. Tous mes paramètres rendus, mes statistiques, mon texte, police d'écriture utilisée, etc. Et en bas, du coup, par exemple, mes unités de mesure. Donc là, je suis bien en décimales, ça c'est good. Par contre, ici en longueur, je suis en mètres. Moi, ça me va pas trop, donc je vais plutôt passer en centimètres. Ce sera plus pratique à travailler. Au niveau de la précision, je vais rester à 2 zéros après la virgule, ça suffit largement. Et tout ce qui est surface et volume, là, j'ai pas trop besoin de le changer. En soi, moi, c'est surtout les longueurs qui m'embêtaient. Une fois que c'est changé, je ferme ça. J'ai toujours mon outil rectangle ici en main. Et du coup, je peux recliquer. J'étire. Et dans mes mesures en bas à droite, je vois directement qu'elles sont passées donc en centimètres. Là, donc, je vais pouvoir noter mes mesures en centimètres. Alors, un pied de tabouret, en général, c'est pas très gros non plus. Donc, je vais taper 8 cm. Point virgule, très important. Et je vais le faire en... allez, on va dire 5 cm. Voilà, 8 par 5. Ça devrait largement suffire. Je valide. Et voilà, j'ai mon pied. Maintenant, on est confronté du coup à un deuxième problème. Vous voyez que moi, en fait, il n'est pas vraiment dans le sens dans lequel je voulais l'orienter de base. Alors, c'est parce qu'en fait, la première mesure que vous rentrez, donc le 8 que j'avais mis, est toujours la mesure qui sera parallèle à l'axe X, l'axe rouge qu'on a ici. Là, à ce moment-là, du coup, j'ai deux choix. Soit je fais CTRL Z, j'annule mon rectangle et je recommence. Soit sinon, je tourne tout simplement ma forme. C'est ce qu'on va faire. Du coup, je vais rebasculer sur mon outil de sélection, ici en haut. Le raccourci pour l'outil de sélection, espace. Vu qu'on va être beaucoup amené à y repasser, je ne vais pas revenir à chaque fois sur ma barre d'outils. Donc à chaque fois que je repasse sur mon outil de sélection, espace. Prenez l'habitude même, en fait, dès que vous venez de terminer une forme ou quoi que ce soit, vous faites espace. Comme ça, vous êtes sûr que si vous recliquez ailleurs ou quoi, vous n'êtes pas en train de recréer quelque chose de nouveau. Là ensuite, du coup, je vais venir sélectionner mon objet. Alors, là, je peux cliquer dessus, mais vous voyez, en fait, il ne m'a pas sélectionné les arêtes. Il ne sélectionne que le fond, comme ça. Du coup, ce que je dois faire, c'est double-clic. Là, il me sélectionne ce sur quoi j'ai cliqué et tout ce qui est racolé à ce sur quoi j'ai cliqué. Ensuite, du coup, je vais pouvoir prendre mon outil de déplacement, tout simplement. Alors, pour faire pivoter nos formes, etc., donc vous avez plusieurs outils. Nous, on va utiliser l'outil le plus basique, le faire pivoter, qui est ici. En fait, en dessous des outils qui servent à créer des formes, vous avez tout ce qui est déplacement et passage en 3D. Moi, donc, je prends le faire pivoter, les deux petites flèches qui sont autour. Et là, votre sélection va être hyper importante. En fait, le premier clic que vous allez faire, ça va être votre point de pivot. Donc moi, par exemple, je veux que mon point de pivot, ce soit ce coin-là. Donc je viens cliquer ici. Ensuite, du coup, il me demande de tracer une ligne. Ça va être ma ligne référence. Donc en fait, c'est par rapport à cette ligne-là que sera calculé le début de ma rotation. L'angle, en fait, de ma rotation. Donc là, par exemple, je vais le mettre collé sur mon côté ici. Je reclique. Et là, maintenant seulement, je peux tourner mon objet. Et là, vous voyez que, donc, du coup, pour l'instant, c'est un déplacement libre. Mais j'ai un angle ici en bas à droite, comme quand je créais mon rectangle de tout à l'heure. Et du coup, je peux venir tout simplement lui taper 90, sans recliquer, hein, et après faire Entrée. Et là, directement, il me l'a décalé donc de 90 degrés. Je vais juste le recentrer un petit peu, et ça, juste au-dessus de l'outil Faire pivoter, j'ai l'outil Déplacement. Et je vais pouvoir donc, pareil, sélectionner mon point de pivot, et ensuite bouger ma forme. Tac. Voilà. Ok, là, on n'est pas trop mal. Donc ça, en fait, ça va être la forme de mon pied. Maintenant, du coup, il faut que je lui dise quelle forme réelle il va prendre. En fait, sur quoi ce profil ici va être projeté. Donc pour ça, je vais me faire une ligne de référence. Alors, je vais me passer en vue de profil. Donc là, je vais utiliser les petites maisons. Donc dans ma barre d'outils vue, je vais passer en vue avant.
Tac. Voilà. Une fois que je suis en vue avant, vous voyez, je ne suis pas totalement en vue 2D. Ça, c'est parce que du coup, je suis en vue perspective. Donc là, je vais me passer bien en vue 2D pour faire vraiment le chemin que va suivre mon profil. Je viens ici dans affichage, pardon, caméra, excusez-moi, et dans projection parallèle. Là, je passe bien en vue 2D, on est bon. Et du coup, je peux directement venir me tracer une petite ligne. Alors, je vais partir de mon rectangle comme ça. Tac. Voilà, je vais le faire assez haut, le pied. Ok. Là, il me continue la ligne, donc directement, je fais échappe pour l'arrêter ici. Ensuite, je vais avoir un aplat. Par là, là, ici. Mais avant, j'ai un arrondi. L'arrondi, j'ai deux façons de le faire. Soit je fais avec un clic ici comme ça. Alors, hop, je recommence. Bon, non, il ne veut pas me le faire. Alors, je vais utiliser directement la deuxième méthode. Je vais utiliser l'arc. Alors, sur mes outils ici, donc j'ai l'outil ligne que je viens d'utiliser pour tracer ma ligne. Et ensuite, du coup, je vais utiliser directement l'arc à 2 points. Alors, lui, en fait, de tous les autres arcs, si je le prends lui, c'est parce qu'il va me permettre de sélectionner l'entrée de ma courbe, la sortie, et après de jouer un petit peu comme ça sur l'arrondi. Sur les autres, j'aurais pas forcément pu faire ça, et ça m'aurait un petit peu embêté. Pour l'instant, c'est vraiment le plus pratique qu'on va utiliser. Donc là, je clique ici sur le début, je clique sur la fin, tac, et ensuite, du coup, j'arrondis comme ça. Voilà. Donc c'est un outil qui s'utilise en 3 clics. Entrée, sortie et gérer l'arrondi. Ensuite, du coup, je reprends mon outil ligne. Hop. Et je me fais, voilà, une petite ligne comme ça. Alors à la limite, l'arrondi, il n'est pas top top. Donc ça, je vais tout simplement supprimer. Je vais recommencer. Hop. Donc je reprends mon outil arc. Un clic. Deux clics. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. On est mieux. Et ensuite, donc, j'agrandis un petit peu ma courbe. Espace pour revenir sur mon outil de sélection. Et là, j'ai tout mon chemin sur lequel je vais pouvoir projeter mon profil. Alors, je vais revenir dans caméra, je reviens en vue perspective. Tac. Et maintenant, du coup, j'ai plus qu'à projeter ça sur ma courbe. Au niveau des outils de projection, il y en a plusieurs, enfin, qui me permettent de passer en 3D. En fait, il y en a deux principaux. Ici, j'ai le pousser-tirer. Lui, en fait, son but, c'est tout simplement de sélectionner une forme et de la pousser comme ça vers le haut. Je ne veux pas suivre de courbe avec lui. C'est vraiment juste, je donne de l'épaisseur à ma pièce. Ici, en dessous, par contre, j'ai le suivez-moi. Suivez-moi, en fait, c'est vraiment, je sélectionne un objet. Et après, en lui montrant comme ça une forme, je peux lui dire, ben, hop, suis toute cette forme. C'est celui que je vais utiliser, vous avez compris. Et du coup, je vais, comme ça, avec ma souris, lui montrer tout le chemin que mon profil doit suivre. Hop. Et une fois que je suis au bout, je clique pour valider. Donc là, déjà, j'ai un premier pied. On n'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en faire un groupe. Déjà pour l'isoler et le protéger. Être sûr qu'il ne se fusionne pas avec d'autres formes ou que j'interagisse plus avec. Pour éviter de le déformer. Ou de le casser, enfin, peu importe. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout sélectionner. On avait vu tout à l'heure, un clic, ça sélectionne ce sur quoi je clique. Deux clics, c'est ce sur quoi je clique et tout ce qu'il y a autour. Et du coup, 3 clics, ça sélectionne tout l'objet, tout ce qui est raccroché en fait à la face sur laquelle j'ai cliqué ou à l'arête sur laquelle j'ai cliqué. Donc là, 3 clics sur mon objet, il devient entièrement sélectionné. Clic droit, créer un groupe. Là, donc vous voyez qu'il y a en fait un carré de sélection comme ça qui apparaît autour. Et si je vais voir dans mon onglet structure, je vois que en plus de mon personnage, j'ai maintenant un groupe qui est apparu. Alors je vais double-cliquer sur ce groupe. Voilà. Je vais le renommer pied. Ça sera mon premier pied de tabouret. Si le double-clic ne fonctionne pas ou est un peu capricieux, clic droit et vous pouvez le renommer tout en bas ici. Alors quand mon objet est dans un groupe comme ça, je ne peux plus le modifier à proprement parler. En fait, je ne peux plus accéder aux faces, aux arêtes, aux choses comme ça. Si jamais maintenant j'ai besoin de le modifier, il faudra tout simplement que je double-clique dans le groupe
voyez que le reste passe un peu en opacité comme ça. Et là, du coup, en fait, ça veut dire que je peux réaccéder aux faces, aux arêtes et venir modifier ma forme. Dès que je fais un clic à côté, dans le vide, je ressors du groupe. Et là, du coup, je ne peux plus le modifier à nouveau. Ça me permet d'éviter en fait de faire des actions un petit peu non voulues, non désirées. Donc là, du coup, j'ai mon premier pied. Alors, on n'est pas trop mal, mais il m'en faut 4, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est venir prendre mon outil de déplacement, ici, donc à côté du pouce étiré, juste au-dessus de la rotation qu'on avait utilisée tout à l'heure. Je vais venir passer ma souris sur mon objet, vous voyez qu'il me le sélectionne comme ça. Donc là, je vais prendre, alors je vais cliquer n'importe où, peu importe. Mais juste avant de cliquer, je vais appuyer sur CTRL. CTRL, ça m'appelle une fonction cachée de l'outil de déplacement. Et comme pour tous les outils de déplacement, d'ailleurs, comme la rotation, ça me permet de faire des duplications. Donc là, je clique sur mon objet. Et tant que j'ai le petit plus comme ça, au-dessus de ma souris, au-dessus de mon outil de déplacement, ça veut dire que je vais me faire une copie. Donc là, du coup, alors je vais la poser par ici. Je reclique. Et sans recliquer ailleurs, je vais faire x3. Là, vous voyez, en fait, ça s'affiche en bas à droite, ici. Je valide. Ah, super. Hop, on va recommencer. Tac. Alors, hop, je vais me supprimer ça. Tac. Donc, je fais ma duplication. Je valide. x3. Et voilà. Ok. Pensez bien quand vous faites ça en fait à ne pas cliquer ailleurs ou à ne pas trop bouger la souris comme je viens de faire en fait de votre vue 3D parce que ça vous annule le fait de pouvoir dupliquer à nouveau votre première duplication. Donc vraiment c'est en fait l'action que vous avez effectuée, que vous venez vraiment juste de terminer, vous la répétez 3 fois. 3 fois donc parce que en 1 c'est votre duplication de base et après 2 fois supplémentaires ici. Une fois qu'on a nos 4 pieds, donc ils sont là, on les voit depuis notre onglet structure. Donc là, je vais venir les placer correctement. Alors pour les placer, il faudrait que je les retourne avec l'outil faire pivoter, qui est assez pénible à utiliser, on l'a vu tout à l'heure, vu qu'il faut placer le point de pivot, un axe référent et ensuite choisir l'angle de la rotation. Nous, on va tout simplement rester sur l'outil déplacer. Là, ça veut dire que je prends mon outil, tout simplement, et quand je le passe comme ça sur mes pieds, vous voyez, il y a des petites croix rouges qui s'affichent sur les faces. Alors ça, en fait, ça veut tout simplement dire que vous pouvez faire des rotations de votre objet sans passer par l'outil rotation. Alors, moi là par exemple, je vais prendre une face du dessus. Ok ? Parce que du coup, je vais faire tourner par rapport à l'axe qui traverse cette face, donc l'axe Z, donc ça va bien tourner comme ça sur lui-même. Je prends une petite croix, peu importe laquelle, hop, et je la fais tourner comme ça. Ok ? Pour être sûr que je suis bien à 180 degrés, je viens passer sur le rapporteur que j'ai ici. Et vous voyez, là j'ai une sorte de magnétisme, tac, et là je suis bien à 180. Pour le recoller contre ce pied-là, tout aussi simple, je viens sélectionner par exemple un bord, ici, donc les petites sphères qu'on voit que j'ai là sur ma face. Je le prends, et je viens, avec la souris, montrer le même coin en face de l'autre côté. Et vous voyez, pareil, par magnétisme, hop, il s'accroche. Je fais la même chose pour les autres pieds. Alors, tac. Donc lui, pareil, petite rotation de 90 seulement. Là, je viens prendre donc, le milieu de cette arête que j'ai ici à l'avant. Et je le passe donc avec la souris sur le milieu de mes arêtes que j'ai là qui étaient collées. Hop. Parfait. Tac. Je fais la même chose pour celui-là, donc je le tourne. Je sélectionne le point milieu. Et je reclique là. Impeccable. Et voilà. Et là déjà j'ai mes 4 pieds. Donc là je vais pouvoir les sélectionner. Comme ça. Alors là j'ai juste fait un cliquer-glisser pour avoir mes 4 pieds ici. Si jamais vous avez beaucoup d'objets autour et que c'est un peu compliqué de faire un cliquer-glisser comme ça pour les sélectionner, vous pouvez tout simplement faire clic sur un, vous maintenez majuscule, clic sur l'autre. Autre solution, cliquer-glisser,
mais de la droite vers la gauche. En fait, là, comparé au cliquer-glisser de la gauche vers la droite, qui prend donc en compte tout ce qui est entièrement contenu dans votre fenêtre, donc là vous voyez par exemple, le cliquer-glisser de la droite vers la gauche, lui c'est tout ce qui est touché par la fenêtre. Là je me retrouve bien avec mes 4 groupes pieds, clic droit, créer un groupe, hop, et ce groupe je l'appelle ensemble de pieds. Voilà. Donc là on n'est pas trop mal. Il reste plus qu'à faire maintenant mon assise en fait tout simplement. Ok, donc maintenant qu'on va attaquer notre outil cercle, alors lui très simple en fait il s'utilise comme mon outil rectangle, c'est-à-dire que c'est avec des clics simples, toujours. Donc lui je vais lui indiquer ici le centre ici du croisement de mes pieds, tout simplement, parce que comme ça je vais bien me centrer sur mon tabouret. Donc je fais un premier clic, je relâche, j'étire, hop, et là du coup je vais choisir un peu la taille de mon tabouret. Alors je vais pas aller forcément trop loin. Hop. Vous voyez j'ai du magnétisme, hein. Dès que je m'accroche comme ça sur mes pieds, il me met à la bonne distance par rapport à là où j'ai passé ma souris. Donc ça peut être un peu compliqué à sélectionner, c'est vrai, mais là je vais mettre à peu près par ici, ça devrait suffire. Ok. Par défaut, comme la majorité de mes formes sur SketchUp, mon assise n'a pas d'épaisseur. Donc là je vais devoir tout simplement lui en donner. Et cette fois-ci, on ne va pas utiliser l'outil suivez-moi, on va utiliser l'outil pousser-tirer. Parce que du coup, on ne veut pas suivre une courbe, on veut juste donner de l'épaisseur dans un seul sens. Donc je viens sélectionner ma forme, je clique sur ma face, et après comme ça, je le monte. Alors pareil, j'ai une mesure qui s'affiche ici en bas à droite, donc je peux lui donner une petite valeur. Je vais faire quelque chose de 5 cm d'épaisseur. Donc là, je peux taper 5 tout court, vu que je suis passé en centimètres, je suis plus en mètres. Je n'ai pas besoin de préciser à chaque fois. Je tape 5, je fais entrer, et voilà, j'ai mon dossier de 5 cm, mon assise pardon, de 5 cm. Elle, alors je vais la retravailler un petit peu. Je vais peut-être l'élargir ou la... Oui, non, en fait, non, elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement l'isoler dans un groupe. Donc pareil, là, je fais un triple clic dessus, pour être sûr de bien tout avoir sélectionné, hein. Clic droit, créer un groupe. Là, ce groupe-là, je vais le renommer, tout simplement. Donc je vais l'appeler assise. Voilà. Ok. Je peux replier ça. Ça nettoie un petit peu l'interface. Et du coup, mon assise, maintenant, je vais en faire un groupe avec les pieds. Mais avant ça, je vais rajouter un petit cerclage interne que j'ai là. Donc alors, pour faire ça, je vais tout simplement me faire une sorte de tore, en gros, donc un donut. Et là, j'ai pas d'outil spécifique pour faire mon donut. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser tout simplement les formes que j'ai à disposition et ruser un petit peu pour créer mon donut. Alors, le plus simple, je vais partir de là. Je vais faire un premier cercle comme ça. Ok. Ça va être en fait le contour sur lequel je vais projeter ma forme. Et ma forme, du coup, je vais mettre un peu plus de profil. Tac. Voilà, ce sera ça. Ok. Alors, sur mon contour, je peux supprimer la face intérieure. J'en ai plus besoin. Mais par contre, avant de projeter cette forme-là, je vais lisser un petit peu mes arêtes. Là, vous voyez, en fait, c'est un petit peu crénelé. C'est parce qu'en gros, quand je crée un cercle, il n'a pas une infinité de points. Il y en a un nombre précis. Et ce nombre, du coup, quand je sélectionne ma forme, je le retrouve dans mes infos, dont on avait parlé tout à l'heure. Tout ce qui regroupe donc les infos qu'on a sur n'importe quel objet, n'importe quel groupe, n'importe quel composant, comme notre personnage. Donc là, quand je sélectionne juste mon contour, comme ça, je vois le rayon de mon cercle, je vois le segment, ici, enfin le nombre de segments qui le composent. Donc là, j'en ai 24, c'est pour ça qu'il a cet aspect un peu crénelé, je vais pouvoir l'augmenter pas mal. Je vais le passer à 80. Voilà, 80 segments, vous voyez là déjà, il est beaucoup plus lissé. Si je rebaisse, par exemple, que je passe à 12, tac, vous voyez, en fait, là, j'ai que 12 segments qui composent mon cercle. Donc ça, si vous voulez faire des formes assez bien finies, c'est vrai que ça peut être intéressant.
Et là maintenant, du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sélectionner mon profil. Mon outil suivez-moi, comme j'avais fait pour les pieds tout à l'heure. Hop. Alors je vais lui remontrer mon profil. Tac. Et là, du coup, après, je le fais passer sur mon contour. Hop, jusqu'ici. Alors, s'il y arrive, voilà. Une fois qu'il a fait le tour, je reclique pour valider. Et là, du coup, j'ai mon donut. Je vais en faire un groupe. Je vais l'appeler cerclage. Ok. Et là, du coup, après, j'ai plus qu'à le placer correctement grâce à l'outil de déplacement entre mes 4 pieds. Alors, hop. Je vais le déplacer. Voilà, comme ça. Ok. Je vais le placer un petit peu au jugé, même si après, du coup, je peux quand même faire quelque chose d'assez précis. Par exemple, en prenant ce point-là, tac, en venant le coller là, sur le milieu du pied. Ok. Alors, le cercle que j'ai là, d'ailleurs, je peux le supprimer, tout simplement. Et ensuite, là, donc pareil, je vais reprendre mon outil de déplacement et je vais venir recoller un petit peu ça ici. Ok. Voilà, là, je suis pas trop mal. C'est juste que maintenant, du coup, mon cercle est un tout petit peu trop grand. Donc, pour le redimensionner, tout simplement, outil redimension. Et là, alors faites attention bien à ce que vous sélectionnez, parce que chaque curseur, comme ça, n'aura pas, enfin, chaque point, n'aura pas exactement la même fonction. Si vous prenez par exemple un point qui est ici sur le côté, enfin au milieu d'une arête, vous allez déformer que dans un sens comme ça. Hop. Alors que si vous prenez les points qui sont ici sur les angles, là vous allez redimensionner de façon proportionnelle. Donc là c'est ce que je vais faire. Hop. Voilà, je vais redimensionner un petit peu comme ça. Comme ça. Et là voilà, j'ai mon cerclage qui est pas trop mal sur tous les côtés. Je vais reprendre mon petit déplacement. Tac. Et je vais le placer à peu près au milieu. Ok, là on n'est pas trop mal. Petit tips pour les outils de déplacement, quand vous les utilisez, par exemple là je sélectionne mon cerclage, si jamais vous voulez bloquer sur un axe et pas être dépendant du magnétisme, vous pouvez utiliser les flèches du clavier. Par exemple, flèche du haut, ça vous bloque comme ça sur l'axe Z, l'axe bleu, donc en vertical. Ici, flèche de droite, ça vous bloque sur l'axe X, axe rouge, donc ici de gauche à droite. Et flèche de gauche, ça vous bloque comme ça sur l'axe vert, l'axe Y. Pareil, de gauche à droite, suivant comment vous êtes tourné, ou en profondeur. Et il n'y a que la flèche du bas qui n'a aucun effet. Bon, je vais faire échappe pour annuler ça. Ok, donc là on est bien, on a notre tabouret. Alors on pourrait rajouter une dernière petite forme, ici une petite ouverture, en fait tout simplement, comme ça se fait beaucoup sur par exemple les tabourets d'extérieur, ici au centre de notre assise. Alors je vais juste rajouter ça, je vais faire pareil donc avec un cercle. Tac. Voilà. Alors le cercle, l'idée ce serait de le rajouter en fait directement sur mon assise. Mon assise qui est dans un groupe, je vous rappelle. Donc pour entrer dans le groupe, comme on avait fait tout à l'heure, je vais double-cliquer. Je vais me faire un petit cercle. Donc ici sur la face que j'ai. Alors j'aurais bien aimé me trouver le centre. Normalement par magnétisme, vous l'avez. Voilà, il est là. Hop. Enfin un peu compliqué à trouver. Tac. Et voilà, je vais juste me faire un petit cercle comme ça. Ok. Je vais me masquer les autres depuis l'onglet structure, juste pour que vous voyez bien ce qui va se passer. Et ici en fait j'ai tout simplement percé mon objet. Donc avec l'outil pousser-tirer, vu que je vais aller que dans un sens, je ne vais pas suivre une courbe, je vais sélectionner la face du haut. Tac.
et je vais la pousser comme ça sur l'intérieur de mon objet. Et je vais passer avec le magnétisme de ma souris sur l'arête que j'ai en bas ici. Donc pour lui dire d'aller jusqu'au bas de mon assise. Je clique. Et en fait, ce que ça m'a fait, c'est un trou. Parce qu'en gros, du coup, donc j'ai poussé vers l'intérieur. Donc ça a soustrait de la matière à l'intérieur de mon assise. Et vu que je suis allé jusqu'en bas de mon assise, ici, en lui montrant donc avec la souris l'arête du bas, il a superposé la face supérieure et inférieure. Et dans SketchUp, lorsque vous superposez deux faces, elles se suppriment, tout simplement. Je repasse sur mon petite sélection, je clique dans le vide donc, pour ressortir du groupe et je réaffiche cerclage et ensemble de pieds. Ok, là on commence à être vraiment pas mal. Notre objet commence à avoir franchement une bonne tête et du coup on va pouvoir donc en faire un groupe général. Donc là pareil, je sélectionne tout, clic droit, crée un groupe et là maintenant je me retrouve avec un groupe que je vais pouvoir appeler tabouret. Impeccable. Alors, mon tabouret est, bon, certes un peu grand quand même, hein, comparé à mon personnage. C'est vrai que il est un peu épais, on est à l'aise assis dessus. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir maintenant vous montrer les matériaux qu'on peut appliquer dessus. Alors, premier truc à savoir, les matériaux c'est purement visuel. Ça apporte pas de la géométrie ou un effet de texture qui se verra à l'impression à vos objets. C'est vraiment purement pour le rendu ou purement comme ça pour votre viewer 3D. Alors je vais ouvrir le menu matière ici directement et je vais commencer à pouvoir poser des matières sur mes objets. Il y a deux façons de le faire, soit vous re-rentrez dans les groupes, donc là double-clic par exemple sur le groupe tabouret, puis ensuite par exemple double-clic sur l'assise, comme ça je peux poser de la matière sur les faces, ou alors juste vous posez de la matière sur le groupe et ça pose la matière sur toutes les faces comprises dans le groupe. Donc par exemple, là je vais poser un bois sur mon assise et après je vais faire le reste en métal. Donc je vais prendre un bois, n'importe lequel, je vais prendre celui-là, voilà, il est assez clair. Ça a l'air d'être plus un parquet donc ça va pas avoir trop de sens sur mon tabouret. C'est pas grave, pas pour faire forcément quelque chose de trop réaliste. Donc je prends mon bois ici, hop, et ensuite je viens tout simplement cliquer sur mon groupe. Si jamais vous voulez changer la matière, c'est possible. Par exemple, la couleur du bois, parce que vous aimez bien l'effet comme ça, mais vous n'aimez pas la couleur. Vous basculez ici, donc une fois que vous avez sélectionné votre matière, dans Édition. Et là, vous avez, alors, par exemple, l'image qui est utilisée pour la matière, l'opacité et surtout la couleur, tout simplement. Donc là, voilà, vous pouvez la modifier. Alors moi, je ne vais pas le faire ici, mais par exemple, on va le faire sur le métal tout à l'heure. Donc là, je vais basculer donc, dans mes métal, métaux, mes textures métal. Je vais prendre donc par exemple de l'aluminium. Voilà, parfait. Hop. Et je vais le passer directement. Alors hop, je vais sélectionner mon groupe ensemble de pieds. Je sélectionne ma texture aluminium. Vous voyez, à chaque fois, en fait, ça m'appelle tout simplement un outil. Hein. Ma souris a changé. L'outil que c'est en train de m'appeler, dès que je clique sur un matériau, c'est l'outil pot de peinture ici. L'outil matériau. Ensuite, donc, je clique sur mon ensemble de pieds et voilà. Alors là, c'est pareil, la couleur me va pas trop, donc je vais la foncer un petit peu. Tac, donc je vais descendre ici dans ma roue chromatique. Hop, voilà. Ok. Je sélectionne ensuite mon cerclage. Je reviens dans sélectionner ici. Et là, lui, je vais lui mettre. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Tac, tac, tac. Je vais rester sur les métaux et je vais lui faire quelque chose. Bon, un acier brossé à la limite, ce serait pas trop mal. Hop. Et je clique donc sur le groupe. Voilà. Et donc là, j'ai appliqué des matériaux sur mon objet. Alors, là ici, visuellement, ça a changé forcément. Par contre, si vous vous rapprochez, vous voyez, ça n'a aucun effet de relief. Ça a rien fait sur la géométrie, la topologie de mon objet. Donc ça, si j'exporte, ça n'aura aucun impact. Ça ne se verra pas à l'impression. C'est purement visuel. Ça peut aussi vous servir, si jamais vous faites un objet un petit peu complexe, à voir comment le peindre après, en appliquant comme ça des peintures, des couleurs, et à voir ce qui ressortirait le mieux. Maintenant, imaginons que, donc là, ça, cet objet,
il me plaît bien. Et je sais que je vais le réutiliser. Donc je vais en fait le garder. Le garder dans une banque personnelle, ou même dans la banque 3D Warehouse dont on parlait au tout début. Et pour faire ça, du coup, il va falloir que je le transforme. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'en ai déjà un groupe. Un groupe avec pas mal de sous-groupes. On trouve ici donc dans l'onglet structure. Mais vous voyez, ici pour l'instant c'est un carré plein. C'est pas encore un carré comme ça divisé en 4 comme Ether. Donc Ether c'est bien un composant. Moi mon tabouret pour l'instant c'est juste un groupe qui comprend d'autres groupes à l'intérieur. Donc là je vais basculer tout simplement sur l'onglet composants. En fait c'est ce qui me permet donc tout simplement de gérer un petit peu les composants de ma scène. Sur mon objet, sur mon groupe général, je vais faire un clic droit et je vais faire créer composant. Hop. Là je vais l'appeler tabouret. Je peux lui rajouter une petite description si je veux. Alors l'alignement, donc là moi je veux qu'il reste comme il est. Je veux qu'on puisse pouvoir le modifier, le coucher ou quoi si besoin. Donc je vais laisser sur aucune. Je veux pas qu'il soit forcément toujours face à la caméra, comme notre personnage. Notre personnage par exemple est toujours face à la caméra. Je sais pas si vous avez fait attention depuis tout à l'heure, mais on ne peut jamais tourner autour de lui. Il est toujours face à la caméra. Ensuite, dans les attributs avancés, j'ai pas forcément quelque chose à rentrer. Mon tabouret, il n'existe pas en vrai, donc je peux vraiment lui mettre un prix ou une référence sur un site pour le commander ou n'importe quoi. Et par contre, je peux laisser cocher remplacer la sélection par le composant, vu que du coup, maintenant, dans ma scène, je veux utiliser mon composant. Je ne veux plus utiliser mon groupe de base. Donc, je fais juste créer. Là, ici, donc, vous voyez que dans ma palette composants, j'ai bien mon tabouret qui est arrivé. Et dans mon onglet structure, mon groupe ici, il a changé d'icône. Maintenant, c'est bien un composant, tout simplement. La différence entre les groupes et les composants, c'est que maintenant qu'il est dans ma bibliothèque, j'ai juste à cliquer dessus. Et je peux en ajouter comme ça autant que je veux. Et ils sont tous liés entre eux par contre. Ça veut dire que du coup, maintenant, si j'en modifie un, par exemple celui-là, ici je viens sélectionner la 6, vous voyez, ça la sélectionne partout. Et du coup, si je la supprime, ça la sélectionne sur tous mes composants. Donc je peux le modifier comme un groupe, mais gardez en tête qu'ils sont bien maintenant liés, chacun ici. Une fois qu'il est dans mes composants, comme ça, donc dans ma bibliothèque composants, il n'est pas encore totalement sauvegardé. Donc je ne pourrais pas le réutiliser sur d'autres fichiers. Pour le réutiliser sur d'autres fichiers, deux choix. Soit je l'enregistre en local, soit je l'envoie sur 3D Warehouse. Si je l'enregistre en local, la technique est très simple. Juste à faire un clic droit directement, et je peux enregistrer mon composant. Ça va m'enregistrer juste ce tabouret, comme je l'ai fait là, avec les mêmes matériaux, les choses comme ça. Sinon, je peux l'envoyer donc tout simplement sur 3D Warehouse en faisant partager le composant. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez également depuis le menu Fichier ici, 3D Warehouse, partager le composant. Ok, donc là du coup maintenant je vais me garder plus qu'un seul tabouret. Voilà. Et si jamais je veux l'exporter, je vais faire un petit peu le ménage dans ma scène. Donc Ether par exemple, j'en ai pas besoin. Hop, surtout qu'elle n'avait pas d'épaisseur, hein. Ether c'est juste un plan à plat, donc du coup je peux le supprimer. Mon tabouret, je le sélectionne. Et du coup maintenant je peux faire Fichier, Exporter. Alors là du coup j'exporte moi un modèle 3D ici directement. Et je peux venir donc l'enregistrer par exemple sur mon bureau, tout simplement. Hop, en STL, au nom tabouret. Des petites options supplémentaires ici, donc par exemple, je peux choisir d'exporter uniquement ma sélection. Ça c'est dans le cas où j'aurais pas fait le ménage avant et que j'avais plusieurs objets. Ou par exemple un objet que j'ai coupé en plusieurs morceaux et je veux exporter morceau par morceau. Donc pareil, à venir cocher si vous voulez exporter que votre sélection. Le format de fichier, alors ça vous pouvez laisser en binaire en fait, ça dépend du logiciel qui va recevoir l'exportation. Parce que du coup, vous pouvez avoir des formats qui ne sont pas lus suivant le logiciel. Sur les slicers, en général, tout passe. Vous pouvez laisser donc en binaire. Permuter les coordonnées XY avec le Y vertical, pardon. Donc ça veut dire que mon axe vert ici, mon axe Y deviendrait l'axe Z. Alors moi, c'est pas mon cas, hein, c'est bien mon axe Z qui est en vertical. Et les unités utilisées, du coup, c'est bien les unités du modèle, qui correspondent en gros à des centimètres. Voilà. Je valide. Je fais exporter. Et c'est bon. Hop. J'ai bien mon tabouret qui est apparu ici dans mes exports. Et voilà. C'était les étapes de modélisation de SketchUp.
J'espère que ça vous aura servi et j'espère que vous avez réussi et pas trop galéré sur certaines étapes. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Merci, à bientôt. Si cette vidéo t'a donné envie de te lancer ou bien de te perfectionner dans l'impression 3D, eh bien je te rappelle qu'on propose une formation certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. L'objectif, il est clair, te rendre autonome dans tes projets. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, le lien est dans la description. Et moi je te dis à très vite.